mobilité est un maître mot de notre monde globalisé. Elle semble marquer de son empreinte, de manière toujours plus forte, des aspects toujours plus nombreux de nos existences intimes et collectives. Mobilité géographique avec les migrations, les déplacements quotidiens, le tourisme. Mobilité temporelle avec l'accélération sociale, l'inflation du présent, les transformations des mémoires et des utopies. Mobilité culturelle avec les croisements des cultures ou, à l'inverse, les inquiétudes identitaires. Mobilité existentielle, enfin, avec les changements professionnels, l'instabilité conjugale, les reconfigurations dans les familles et les générations, les spiritualités itinérantes. Bien sûr, la mobilité n'est pas une nouveauté. Les migrations, par exemple, ont toujours existé sous des formes très diverses. Et depuis l'Odyssée, ce poème épique qui est l'une des sources majeures de la civilisation occidentale, le motif du voyage est au cœur de notre manière de comprendre notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Nous voyons la vie comme un voyage, un chemin, une pérégrination. Si les mobilités ne sont donc pas nouvelles, elles prennent cependant aujourd'hui une importance et une signification remarquables. En particulier, la mobilité n'est plus seulement un terme qui décrit des évolutions que nous pouvons chacune et chacun constater. Elle devient, et de manière toujours plus exigeante, une injonction. Autrefois, la stabilité était un idéal à tous égards. Puis vint le temps de la trajectoire de vie. Il s'agissait alors de se réaliser en atteignant un objectif personnel, professionnel, familial. Aujourd'hui, la capacité à se déplacer sans cesse, à ne pas s'attacher, à rebondir pour repartir, semble être devenue en soi-même une vertu majeure. Et si la mobilité est devenue un maître mot, c'est qu'elle est d'une certaine manière notre maître, porteur de promesses certes, mais aussi de détresse, qui ont pour nom précarité, épuisement, perte de repères et de sens. Il existe un ensemble de textes qui constitue une pièce majeure du patrimoine de l'humanité et qui est de part en part traversée par les réalités, les détresses et les promesses de la mobilité. Ce sont les écritures bibliques. Mobilité des individus, pensons à Abraham, infatigable arpenteur de tout le Proche-Orient, à Paul, l'apôtre qui ne tenait pas en place, à Jésus bien sûr, marcheur qui disait n'avoir pas de lieu où reposer sa tête. Mobilité d'un peuple, le peuple hébreu, dont les deux événements majeurs selon les Écritures se nomment Exode et Exil, et mobilité de cet autre peuple, dans un sens un peu différent, qu'est l'Église naissante, et dont une marque constitutive est la diaspora. Mobilité des idées, au fil de l'histoire, mobilité des langues, qui véhiculent à travers des cultures si diverses les pensées et les récits bibliques, mobilité des manières de raconter, de s'adresser, de transmettre, de traduire. Plus encore, les Écritures nous parlent de la mobilité de Dieu. Car le Dieu des Écritures bibliques, à l'exact opposé des représentations que l'on s'en fait si souvent, ne cesse de sortir, d'aller, de venir, de se déplacer et même de changer. C'est un Dieu mobile, alerte, agile, mis en mouvement par son désir toujours renouvelé, qui est fondamentalement un désir de rencontre. Le temps du carême est traditionnellement une occasion de cheminement. Ces 40 jours évoquent, entre autres, les tours et détours du peuple hébreu pendant 40 ans vers la terre promise, la marche du prophète Élie vers la montagne de Dieu pendant 40 jours, ou encore l'envoi de Jésus au désert. Et le carême nous conduit vers la Passion et vers Pâques, Pâques qui est à la fois une sortie et une traversée. Au fil de ces 40 jours et de ces 6 conférences, nous allons explorer, Bible en main, différents aspects de nos mobilités. Nous nous demanderons notamment pourquoi toutes ces mobilités. Pourquoi deviennent-elles aujourd'hui un trait central de notre économie, de notre imaginaire, de notre existence? Que cherchons-nous ainsi? Sommes-nous en quête de quelque chose, de quelqu'un, de nous-mêmes? Nous verrons qu'il y a peut-être 3 dimensions dans les mobilités.
qui se combinent et sans cesse se recombinent. Il y a la mobilité qui consiste à partir, pour parvenir à un but, c'est la mobilité comme moyen. Il y a la mobilité qui consiste à partir et repartir encore, c'est la mobilité comme fin, la mobilité pour elle-même. Et il y a la mobilité qui permet des rencontres. Ni seulement moyen, ni vraiment fin, elle est occasion. Occasion d'autre chose que d'atteindre un objectif prévisible, d'autre chose que de se nourrir de son propre mouvement, occasion d'un renouvellement imprévu et pourtant attendu, une rencontre, des rencontres porteuses de vie. Au cœur de nos mobilités et de leurs ambivalences, il y a des promesses de rencontres. Et Dieu lui-même vient à notre rencontre, c'est là le mobile de sa venue jusqu'à nous. Ce chemin de carême, nous pourrions donc le parcourir avec en tête ces mots d'un des plus fameux psaumes, le psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde. Il me conduit sur des sentiers de justice ou de justesse. Ou bien encore avec ces mots d'un des cantiques protestants les plus connus et les plus repris. Confie à Dieu ta route. Mon point de départ en préparant ces conférences de carême a été une intuition, une impression un peu diffuse, mais tenace. J'ai le sentiment que nous ne tenons plus en place. Nous nous déplaçons, nous changeons, nous voyageons, nous bougeons, ou nous rêvons de le faire, de plus en plus. Un philosophe et linguiste a même inventé un mot, le bougisme, pour parler de cette tendance croissante à la mobilité tous azimuts. Pour certains, ces mobilités sont empêchées, impossibles, et c'est pour eux une tragédie. Pour d'autres, ces mobilités sont contraintes, subies, et c'est parfois tout autant un drame. Heureux ou malheureux, nous sommes toujours plus mobiles, réellement ou virtuellement, dans les faits et dans nos représentations, et cela dans de multiples domaines, de multiples manières, à commencer bien sûr parce que c'est ce à quoi l'on pense en premier lieu sur un plan physique, géographique. Nous ne tenons plus en place. Ce fut ma première intuition et j'ai aussitôt essayé de l'écarter. Car enfin, nous sommes mobiles, la belle affaire. Sans doute avons-nous aujourd'hui plus d'outils qu'autrefois pour nous déplacer, avec plus de facilité et de vitesse pour ceux qui en ont les moyens. Mais franchement, du côté de la mobilité géographique des humains, y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil ? Si l'humain est devenu humain, nous disent les paléoanthropologues, c'est avant tout une question de mobilité. Les débuts de l'hominisation sont liés à l'acquisition de la station debout, à l'impact de ce basculement sur l'ensemble des fonctions vitales et au déplacement quasi exclusif sur les membres inférieurs, qui est une locomotion spécifique à l'homme. Les premiers groupes humains ont dû se déplacer pour subsister et leur capacité de mobilité leur a permis de le faire avec une efficacité telle qu'ils ont, de proche en proche, colonisé la planète. L'humain est le seul singe migrateur. Être humain, c'est donc être mobile. C'est également ce qu'expriment tant de grands mythes et de textes fondateurs des civilisations. Un seul exemple, l'Iliade, et plus encore l'Odyssée,
ont tellement imprégné l'Antiquité, puis l'ensemble de la culture européenne, qu'elles sont comme des poèmes fondateurs de la civilisation occidentale. La figure d'Ulysse, les péripéties de son parcours, ses déceptions et ses espoirs ont fait du motif du voyage une matrice d'interprétation de toute existence. Notre vie, peut-être, et de fait est souvent décrite dans la littérature ou le cinéma, mais aussi dans nos propos quotidiens, comme un voyage, un chemin, un périple, un passage. Et puis il suffit d'ouvrir la Bible et de commencer à la lire. Adam et Ève entrent dans l'humanité adulte en sortant du jardin. Caïn se comprend comme perpétuellement errant et vagabond. À partir de Babel, les humains sont dispersés sur toute la surface de la terre. Et l'histoire d'Abraham, ce personnage emblématique du Proche-Orient ancien, cette figure de proue pour tant de croyants, commence par cette parole du Seigneur « Va-t'en, quitte ton pays, le lieu de tes origines ». Il s'agit bien d'un déplacement géographique, mais aussi d'un périple beaucoup plus essentiel, puisque les 2 premiers mots de cet appel signifient en hébreu « pars, pour toi ». C'est comme si le voyage n'était pas seulement un chemin vers un territoire à découvrir, mais plus fondamentalement un itinéraire vers soi-même, vers sa vraie vie. Bref, pour les humains, la mobilité semble être très exactement l'inverse d'une nouveauté. Elle est bien plutôt un invariant, peut-être même un destin auquel nous ne pouvons pas échapper. Aussitôt cette intuition apparue, selon laquelle aujourd'hui nous ne tenons plus en place, je l'ai donc écartée. Mais elle est revenue. Oui, c'est entendu, les hommes ont toujours été mobiles, mais pas toujours de la même manière, ni pour les mêmes motifs. Ces mobilités ont connu des mutations essentielles. Sur la très longue durée, j'en vois en tout cas 2, et il est possible que nous soyons en train d'en vivre une 3e. Il y a une dizaine de milliers d'années d'abord, les humains sont passés de l'état de chasseurs-cueilleurs à celui d'agriculteurs. Auparavant mobiles, pour assurer leur survie, ils se sont attachés à un sol pour le travailler. Ils sont devenus sédentaires. Il y a 5 ou 6 000 ans ensuite sont apparues les villes, et avec elles les empires, dont les grandes villes étaient les capitales. Et avec les empires, toute une nouvelle manière de penser les territoires et les déplacements, avec des centres et des périphéries, des frontières et des routes, des regroupements et des expansions. Aujourd'hui, une réalité nouvelle s'ajoute à ces strates qui ne s'éliminent d'ailleurs pas l'une après l'autre, mais qui se superposent. La ville devient un monde, et le monde, une ville. Peut-être est-ce une nouvelle étape majeure dans l'histoire de l'hominisation. La ville devient un monde. Les grandes métropoles concentrent une telle masse et diversité de population, une telle quantité et variété d'activités, que ce n'est plus une région qui constitue l'arrière-pays de ces métropoles, mais la planète elle-même. Et la démesure, comme la complexité de ces agglomérations géantes, ne sont pas seulement internes à chacune d'entre elles, ces métropoles sont connectées les unes aux autres dans un réseau qui s'étend à la totalité du monde. La ville devient un monde, et le monde, une ville. Non seulement à cause de ce réseau d'urbanisation galopante, mais aussi parce que, en dépit des diversités humaines, une sorte d'homogénéisation se fait jour. De plus en plus, nous retrouvons dans ces mégacités les mêmes sons, les mêmes lumières, les mêmes moyens de transport, les mêmes violences, les mêmes chaînes de magasins. Et s'impose cette impression que lorsqu'on est à Tokyo, New York, São Paulo, Bombay, Le Caire, Dakar ou Londres, on se retrouve dans des variantes de la même ville. Et grandit cette idée que l'on devrait pouvoir circuler de l'une à l'autre, partout s'y déplacer, ce n'est qu'une question de moyens. Depuis les transhumances des chasseurs-cueilleurs jusqu'à nos odyssées dans le monde-ville, peut-être les permanentes mobilités humaines ne sont-elles pas si immuables que cela? Dans cette hypothèse,
quels seraient certains des traits caractéristiques des mobilités géographiques contemporaines? Sans doute les migrations constituent-elles l'un des aspects les plus frappants de ces mobilités, en tout cas l'un des plus quotidiennement évoqués et commentés. Elles sont évidentes dans nos transports en commun et nos rues, elles s'invitent tous les jours sur nos écrans, elles saturent bien des débats politiques depuis les conversations familiales jusqu'aux tréteaux électoraux. Les migrations internationales concernent près de 250 millions de personnes, soit un peu plus de 3% de la population mondiale. C'est globalement assez peu. Mais ces migrations sont très inégalement réparties, et donc on peut avoir le sentiment, dans certains lieux et dans les images qui en sont renvoyées, que le phénomène est beaucoup plus important. Surtout, il n'y en a jamais eu autant, et c'est un phénomène en nette croissance. Les migrations internationales ont augmenté de plus de 40% depuis le début de notre siècle, et elles ont triplé en 40 ans. Plus encore, on sait que l'accentuation du phénomène est à venir à cause de la poursuite de la globalisation, de l'augmentation de la population mondiale, en particulier dans les zones pauvres, et surtout des dérèglements climatiques qui ont un impact d'abord sur les populations défavorisées. Et nous ne parlons ici que des migrations internationales, car les migrations internes au pays sont 2 à 3 fois plus importantes. Nous vivons dans un monde de plus en plus marqué par les migrations de toute nature, et les passions qui se déchaînent parfois à ce sujet montrent qu'il s'agit d'une réalité qui nous touche à la fois collectivement et intimement. Mais les mobilités humaines d'aujourd'hui ne se résument pas aux migrations. Peut-être faudrait-il souligner plus encore les plus immédiates et les plus ordinaires de nos mobilités, nos trajets quotidiens. Chaque jour, les Français réalisent 175 millions de trajets locaux. C'est un nombre à peu près stable, mais qui prend de plus en plus de temps, en particulier les trajets domicile-travail, car ces distances quotidiennes sont de plus en plus longues. Elles ont augmenté de 50% en une génération. Et puis, autre aspect des mobilités humaines qui est tout sauf anecdotique, le tourisme. Non seulement il augmente, mais il se fractionne, se démultiplie, s'étale sur la totalité de l'année et devient de plus en plus itinérant. Les déplacements touristiques ne cessent d'augmenter pour dépasser maintenant largement le milliard de voyages par an. Pris globalement, les transports ont augmenté d'une manière difficile à simplement réaliser. En une cinquantaine d'années, le trafic ferroviaire voyageurs en France a été multiplié par 4, le réseau autoroutier par plus de 30 et le trafic aérien mondial par 600. On pourrait multiplier les indicateurs, mais il ne faut pas se tromper de conclusion. Ce n'est pas seulement une simple croissance de la mobilité physique qui est ainsi mise en évidence. C'est notre mode de vie qui intègre désormais la mobilité comme une réalité constitutive, y compris dans ce qui paraît stable, c'est-à-dire notre habitat. Nous habitons plusieurs endroits successivement, avec un rythme qui s'accélère. Mais d'une certaine manière, nous habitons plusieurs endroits à la fois, ou nous habitons de manière changeante les mêmes endroits. Pensons aux couples qui de plus en plus conservent chacun leur logement, aux familles recomposées, aux résidences secondaires, à l'explosion des formules du type Airbnb, etc. Ces mobilités croissantes ne sont d'ailleurs pas sans contre-effets paradoxaux, si l'on songe par exemple aux embouteillages, au fait que nous marchons de moins en moins, mais que du coup nous faisons de plus en plus de courses à pied, de running, ou surtout à ce que les médecins appellent la sédentarité, qui est devenue un problème majeur et mondial de santé publique. Un lieu me semble assez bien représenter ces aspects frappants et parfois contradictoires de nos mobilités. Ce sont les salles de sport. Leur nombre est en pleine expansion, elles ne désemplissent pas, et qui voit-on? Des gens de tous âges, de tous milieux, qui marchent, qui courent, qui pédalent, qui rament, mais sur place. Ces salles sont le temple de la mobilité immobile et chronométrée. Migration, déplacement quotidien, tourisme, loisirs, non seulement la mobilité géographique
est partout, même quand on ne bouge pas, mais encore elle me semble marquée par une certaine frénésie. Une frénésie qui signale sans doute une inquiétude, voire une angoisse. Laquelle? Et pourquoi? Je crois que, dans la seconde moitié du XXe siècle, nous avons collectivement pris conscience d'une réalité jusqu'alors assez théorique pour la plupart d'entre nous. Le monde n'est pas infini. Le monde est limité, fini, et surtout, nous avons atteint ses limites. Il n'y a plus de territoire à conquérir, comme on le croyait encore dans la période coloniale. Il n'y a plus de terre plus ou moins vierge à disposition, sinon peut-être les autres planètes, comme l'illustre la rhétorique américaine de la nouvelle frontière au début des années 1960. Depuis les 2 guerres mondiales, les frontières sont devenues un sujet si inflammable que le statu quo semble être la seule option réaliste. Et bien sûr, cette conscience que nous avons touché aux limites et que l'insouciance est du coup devenue impossible car notre vie est en jeu, constitue le fond de la grande préoccupation écologique. Si l'on rapproche l'appétit de mobilité de cette prise de conscience, n'y a-t-il pas là la manifestation d'une angoisse? L'angoisse de ne plus percevoir d'échappatoire, de se sentir enfermé. C'est comme si le fait qu'il n'y ait plus d'extérieur accessible décuplait l'agitation à l'intérieur. Je pense ici à l'écureuil qui court toujours plus vite dans la roue de sa cage. Et le fait de prendre conscience de cette situation nous met en panne. Je pense ici à cette sculpture d'Alberto Giacometti intitulée « L'homme qui marche ». C'est l'une des œuvres artistiques emblématiques du siècle. Lorsqu'on la voit, on est saisi par cette silhouette, à la fois pleine d'élan et immobile. Peut-être nous reconnaissons-nous dans ce totem, en marche et en panne, dans une sorte de mobilité suspendue et semble-t-il sans but. Sans but. Je disais, nous ne tenons plus en place, j'ajoute, même si c'est en faisant du surplace, pris dans une sorte d'agitation inquiète, de frénésie angoissée, et c'est comme si nous cherchions une ivresse dans la mobilité, une ivresse pour oublier. Pour oublier quoi? Peut-être pour oublier que nous ne savons plus répondre à la question de la destination, et que dès lors notre mobilité pourrait bien être sans but, dépourvue de sens. Alors revenons à la Bible. Le peuple hébreu a été confronté à sa manière à cette question de la mobilité dans l'espace. Je crois même que la marche, à peu près l'unique moyen de transport dont il disposait, fait profondément partie de ce qui tisse son identité. L'étymologie du nom même, hébreu, renvoie à l'idée d'un trajet, d'une traversée. Les récits fondateurs sont tous des récits de déplacement. Les plus anciennes confessions de foi s'enracinent dans le nomadisme. Tu diras devant le Seigneur, ton Dieu, mon père était un araméen errant. Et les 2 événements majeurs de l'histoire du peuple hébreu, devenu peuple d'Israël, tiennent en 2 mots, exode, exil. Le peuple d'Israël a été constitué comme tel pendant l'exode, pendant cette marche vers la terre promise par Dieu. Durant cette marche, Israël a connu la première de ses tentations majeures, ne pas prendre au sérieux la promesse. Qu'il a été difficile de quitter l'Égypte, douloureuse sans doute, mais où l'on était fixé. Et comment garder foi dans la promesse en plein milieu d'un désert où l'on a faim, soif, et où la ligne de l'horizon n'est pas encore verte? C'est parce qu'Israël n'a pas su laisser sa marche être orientée par la promesse qu'il a tourné en rond pendant 40 ans. Après ces 40 années, Israël est enfin arrivé dans la terre promise par Dieu. Et là surgit et ressurgit sans cesse la seconde grande tentation, qui est de se croire propriétaire de cette terre. La promesse n'est ici plus oubliée, elle est dévoyée.
Et c'est parce que l'auteur de la promesse sera oublié de manière si répétitive, disent les prophètes, qu'Israël connaîtra un exil de plus de 40 ans à Babylone. Israël est un peuple en marche, ou bien il n'est plus. Un peuple appelé à se mettre en marche vers la terre promise, et un peuple appelé à rester en marche une fois arrivé sur cette terre promise. Car dans la promesse de la terre, l'important n'est pas tant la terre que la promesse. C'est la promesse qui donne le sens de la marche. Au double sens de ce mot, la promesse donne la direction de la marche, en rappelant l'origine et la destination, et elle en donne la signification qui se trouve dans la relation instaurée avec l'auteur de la promesse, Dieu. Israël, peuple mobile par vocation, fait son malheur quand il oublie pourquoi et pourquoi il marche. Car le tout n'est pas d'être mobile, mais de garder vivant le sens de cette mobilité. C'est bien simple, si la marche n'a pas de sens, on tourne en rond, et l'on peut s'agiter toujours plus, on n'en reste pas moins paralysé, enfermé, en panne. Quand nous sommes, ou quand nous voulons être toujours plus mobiles, quel est donc notre mobile ? Après quoi marchons-nous ? Après quoi courons-nous ? L'important, est-ce le but ? Est-ce la marche elle-même ? Est-ce ce qui se révèle au fur et à mesure de la marche vers un but, c'est-à-dire ce dont le déplacement est l'occasion ? Voilà quelques-unes des questions vers lesquelles nous avancerons la semaine prochaine, non plus sous l'angle de l'espace comme aujourd'hui, mais sous celui du temps. Car les mobilités ne sont pas seulement géographiques, elles sont aussi temporelles. D'ici là, bonne semaine et bonne marche.